dans le programme de la France Insoumise, aujourd'hui il y a 400 000 agriculteurs et dans le programme on annonce qu'il en faudrait au moins 300 000 de plus. Alors c'est une estimation qui est un peu timorée puisque la Confédération paysanne dit qu'il en faudrait quasiment 1 million et les organisations de développement agricole disent qu'il en faudrait 2 millions. Alors pourquoi il faut augmenter le nombre d'agriculteurs pour répondre à cette question? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avec 8 hectares de blé, vous faites un emploi de paysan boulanger qui vend son pain. Avec 100 hectares de blé que vous vendez à une grande entreprise pour faire des pâtes panzani, vous arrivez à peine à vivre. Et pour les vaches laitières, c'est pareil. Avec 10 vaches, vous faites vivre un couple qui fait du yaourt. Avec 50 vaches, le même couple qui donne son lait à Lactalis, c'est pas sûr qu'il boucle le mois. Donc ça veut dire que dans une vision écologique de production et de respect des ressources, il va falloir beaucoup plus d'agriculteurs pour faire le travail et transformer que ce qu'on a actuellement. Alors on les a pas et on n'aura jamais assez d'enfants de paysans pour les avoir, si tant est que tous les enfants de paysans veulent devenir agriculteurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc la grande bataille de l'écologie, de mon point de vue, c'est qu'il faut créer un désir alors d'agriculteurs, d'agricultrices, mais aussi dans d'autres secteurs stratégiques. Il va falloir qu'il y ait des gens qui ont envie de faire de la rénovation énergétique. Il va falloir qu'il y ait des gens qui ont envie de faire des vêtements. Je prends l'exemple, ceux qui connaissent la marque 1083, c'est à Romans-sur-Isère, donc c'est juste à côté. Il en faudra des milliers, des gens comme ça, qui fabriquent des vêtements d'une autre manière qu'avec les grandes chaînes de distribution. Dans la forêt, il faudra des bûcherons. Aujourd'hui, on n'a pas assez de bûcherons. Il faudra des gens pour travailler le bois, il faudra des gens dans la métallurgie. Donc la vraie question pour moi du défi écologique, une fois qu'on a bien fait le constat que ça ne va pas, c'est de se dire qui travaillera pour faire ce qu'il y a à faire. Et quand on veut être souverain, quand un pays veut être souverain sur une question, il faut des travailleurs pour faire le boulot. Donc il faut sortir en partie de la situation du citoyen électeur qui veut de l'écologie pour rentrer dans un avenir où on a des travailleurs producteurs qui produisent de l'écologie. Je pense que c'est là l'apport qu'on peut amener avec une analyse communiste, c'est d'aller sur la bataille de la production. Il s'agira donc d'être pour davantage de production d'agriculture biologique, de logements économes, mais aussi de culture par exemple. Et il va falloir créer le rapport de force dans la bataille de la production. C'est ça l'apport communiste, car l'enjeu du capitalisme, c'est bien celui qui domine dans le champ du travail. C'est ça le rôle du capital, c'est de dominer dans le champ du travail. Et donc c'est à nous de nous battre en tant que travailleurs pour qu'on reprenne la main sur comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, vers où on produit, pour qui on produit. C'est ça la grande bataille à mon avis. Et c'est d'ailleurs l'histoire de toute société, de redéfinir en permanence quel type de travail on a. Pour certains, ça vous renverra à certaines lectures que vous avez pu faire. Il nous faut donc des travailleurs aussi qui sachent dire non dans leur entreprise à l'extension sans fin du capitalisme prédateur de ressources naturelles dans leur entreprise, mais dans leur service public aussi. Il y a encore trop de gens qui acceptent que leur administration détruise des ressources naturelles pour aménager un parc de logement, pour aménager des autoroutes. Il y a encore trop de gens qui ne disent pas assez non. Donc c'est aussi ça notre travail, c'est de leur donner le courage de dire non et d'arrêter de vouloir sans cesse avoir des projets qui dévastent les ressources. Et puis des gens qui, dans leur entreprise, amènent les nouvelles idées pour produire autrement. Parce que, en fait, on a déjà les compétences pour faire autrement de la construction, faire autrement de l'agriculture. Seulement, moi, je le vois à l'échelle de ma coopérative, et ben, c'est un travail de longue haleine de convaincre son voisin, de dire bah, tu pourrais peut-être arrêter de faire comme ça pour faire comme ça, parce que c'est moins consommateur en pétrole, c'est moins consommateur en produits chimiques. Mais comme les gens, on ne leur tient pas la main sur le volant du tracteur toute la journée, on ne peut pas les empêcher de faire. Donc c'est un travail de très très longue haleine qui demande des résultats pour que les gens ils vous croient et ils fassent comme vous. Et puis pour soi-même aussi, nous on a besoin aussi d'être convaincus par d'autres qui ont fait des expérimentations ailleurs pour avoir d'autres idées. Alors ça vient à une idée, c'est que de mon point de vue, c'est bien la demande qui fait l'offre. C'est-à-dire que si les travailleurs changent les modes de production,
les consommateurs, ils achèteront ce qu'ils trouveront. Et si à un moment, on produit que de l'agriculture biologique, les consommateurs, ils achèteront que de l'agriculture biologique. Et c'est bien pour insister sur le fait qu'on change bien, on passe du citoyen consommateur au citoyen producteur et on se pose la question de la production en premier et pas forcément de dire ah ben si je change mes modes de consommation ça changera. Non, s'il n'y a pas de paysans pour vous produire des alimentations bio, vous n'irez pas en acheter, il n'y en aura pas assez. Donc il faut qu'on produise massivement de ce côté-là. Et il nous faut donc des insoumis insérés au cœur des forces productives. Sans travailleurs prêts à travailler autrement, le risque est grand pour que, par miracle, on gagne une élection, mais que si sur le terrain, on n'a personne pour mettre en œuvre les changements, ça ne changera rien. Et parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les artisans, les paysans, les commerçants sont majoritairement de droite, voire de plus en plus d'extrême droite. Donc si on a des gens de gauche qui veulent de l'alimentation bio, qui donnent des subventions à des artisans pour rénover leur maison, qui donnent des subventions à des paysans pour produire de l'alimentation, mais eux, ils le font de la manière que veut l'extrême droite, on ne changera rien. Il faut des gens au milieu d'eux pour faire changer la production. Et je boucle cette question de comment on peut essayer de produire du désir, de l'envie de travailler dans ces métiers-là. Moi, je le dirais, dans notre parcours de jeunes installés agricoles, on réfléchit à une question en se disant comment notre installation agricole, elle est viable, elle est vivable et elle est vitale. Viable, ça s'entend, il faut que ça soit viable économique pour pas que la ferme elle s'écroule au bout de 2 ans. Vivable, il ne faut pas qu'on s'écroule de fatigue ou qu'on tombe en dépression au bout de 2 ans parce qu'en fait on n'y arrive pas. Et vital, il faut que les actions qu'on mène sur notre ferme au quotidien, elles nous vitalisent, elles nous donnent de l'énergie, elles nous donnent envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et je dis ça au niveau agricole, mais un artisan c'est pareil. Il doit être satisfait de ce qu'il fait. On sait très bien que quelqu'un qui est fier de son ouvrage, il va être fier de son travail, même s'il a vécu des moments durs, que quelqu'un à qui on dit t'appliques les process et t'obéis et tu fais de la merde et puis c'est pas grave, t'as qu'à pas t'occuper du résultat. Donc cette réflexion agricole, à mon avis, elle doit nous aider à dire comment on va faire changer ce désir-là. Si on prouve aux jeunes, notamment, de s'orienter vers des métiers où on leur dit ton métier sera viable, il sera vital et il te procurera des grandes sensations parce que tu vas mettre au monde un veau quand une vache, tu vas avoir éclore les fleurs que tu as semées dans ta production, etc. Tu vas faire le pain issu de ta moisson. C'est ça qui donnera envie aux gens de se dire c'est peut-être ce métier qui va me donner envie de bouger et je prendrai ma place dans la bataille de la production pour changer cette société. Alors, donc première réflexion déjà que je voulais vous partager. Repenser le modèle, oui, mais il y a un truc qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on ne sauvera pas la planète. Alors je m'explique en 2 mots. Je laisse ça plutôt aux chrétiens évangéliques de sauver le monde. Nous, on va le transformer. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise. La planète, elle a vécu 4 milliards d'années avant nous. Elle vivra 4 milliards d'années après nous. Elle nous mangera. On était poussière, on deviendra poussière. Et nous, on fait notre travail et on transforme les choses. Ça, c'est le premier point. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver finalement dans l'ordre existant finalement, est-ce qu'il y a des déjà là communistes qu'on pourrait utiliser pour transformer notre modèle agricole et notre modèle écologique? Moi j'en ai vu plusieurs à partir du modèle agricole qu'on pourrait adapter à d'autres solutions. La première chose, c'est la question des coopératives, c'est-à-dire l'égalité un homme, une voix dans les entreprises. Par contre, ce que nous apprend l'agriculture, c'est qu'il y a plusieurs sortes de coopératives. Vous avez les coopératives où on partage seulement le matériel et chacun produit ce qu'il veut. Vous avez les coopératives où on met tout en commun et on décide ensemble ce qu'on produit, comment on le produit au jour le jour. Et vous avez des coopératives comme la mienne où on met en commun seulement le fruit de notre travail, à savoir le lait. Après, celui qui va avoir 10 vaches, il a 10 vaches. Celui qui va en avoir 30, il en a 30. Celui qui veut traire à 6 h du matin, celui qui veut traire à 8 h du matin, ils font ce qu'ils veulent. Mais on met en commun notre lait sur des bases communes qu'on a décidé ensemble de qualité. Et je pense que je reviens à viable, vital et vivable.
il y a aussi ça, c'est-à-dire que dans un modèle écologique alternatif, il faut qu'on puisse donner envie aux gens de se dire, on mettra en commun, par contre, votre sensibilité personnelle, elle sera respectée. Et si vous êtes plus quelqu'un qui voulait travailler tout seul, vous travaillez tout seul et vous partagez seulement le fruit de votre travail. Il va falloir construire des modèles qui soient adaptables aussi aux envies des gens et aux désirs des gens. On n'imposera pas de faire des colcos à tout le monde pour produire un seul truc qu'on a décidé ensemble. Ça, je pense que c'est vraiment une leçon de l'histoire. Le deuxième truc, en tant que communiste, évidemment, c'est la question de la propriété. Intervenir sur la propriété. Et c'est quoi la différence entre un monde capitaliste et en tout cas une société qui avance vers le communisme? C'est la question de la propriété d'usage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise des solutions où la propriété des moyens de production n'est qu'un outil pour produire et n'est pas un moyen de spéculation ou un moyen d'enrichissement personnel. C'est-à-dire que si je gagne ma vie, c'est par mon travail et pas parce que j'ai revendu ma ferme super cher à un petit jeune qui voulait absolument faire ça et que j'ai bien arnaqué sur le coup. Et donc, aujourd'hui, on a des modèles. J'en citerai un, c'est le Larzac. C'est-à-dire que quand le Larzac a été finalement annulé de faire un camp militaire en 81, les terres qui étaient récupérées par l'État ont été louées sur 99 ans à pas cher par l'État au collectif local. Et le collectif local, depuis, gère la transmission des terres et des maisons qui sont dessus. Et donc, si vous voulez vous installer agriculteur sur le Larzac, quand vous arrivez, vous louez pas cher, vous avez une maison, et quand vous partez, vous ne revendez rien, vous rendez juste à la collectivité l'usage du bâtiment et l'usage de la maison. Et celui qui vient d'après, il n'a pas besoin de racheter, il reprend en l'état en relouant. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce qui protège la ressource. Puisqu'en fait, au lieu de toujours vendre et acheter et produire plus pour racheter plus cher ce qu'on a revendu plus cher, et etc., on est juste dans un système où on utilise ce qu'on a besoin pour perpétuer la production qu'on a besoin. Et ça, ce système sur le Larzac, il est vertueux puisqu'aujourd'hui, le Larzac, c'est le seul endroit de France où il y a plus d'installations que de départ à la retraite en agriculture. Donc ça, c'est quand même un indicateur d'une vitalité d'un modèle. L'autre point, et qui marche en termes de propriété, qui marcherait pour la forêt, mais qui marche aussi pour l'agriculture, c'est ce qu'on appelle la propriété sectionnelle. Alors ça, c'est un truc pour les gens du Limousin, ils connaissent tous. Dans le reste de la France, on ne connaît pas trop. La propriété sectionnelle, en fait, c'est dans les communes. Vous avez des bois et des terrains agricoles qui appartiennent à la commune, mais qui ne sont pas gérés par la commune. Et en droit français, c'est texto écrit comme ça. C'est les gens qui habitent sur le territoire de la section de commune qui décident ensemble ce qu'ils font de la forêt et du terrain qui est mis à disposition. Et on n'a pas le droit de le vendre. Et il faut l'avis unanime de tous les habitants du hameau pour faire quelque chose du terrain. Et par exemple, si vous déménagez, vous n'avez plus le droit de donner votre avis sur le hameau. Si vous emménagez, que vous êtes un néo-rural, vous avez le droit de donner. Vous êtes dans l'entité. Et ça, c'est quelque chose qui existait avant la Révolution française et qui a survécu après la Révolution française. Et cette propriété collective, elle empêche de brûler des forêts pour aller les vendre les sapins. Elle empêche de détruire des terres agricoles puisqu'il faut l'unanimité de tous ceux qui habitent. Et surtout, ce qui est important, c'est que les vieilles familles qui partent du hameau, elles n'ont plus leur mot à dire parce qu'ils n'habitent plus sur place. Et ça, c'est une question de propriété communiste qui est important à faire dire. C'est les gens du coin qui décident de l'utilisation au quotidien de leur environnement. C'est pas quelqu'un qui est propriétaire et qui habite à Paris et qui dit bah moi je m'en fous de ce que vous voulez, je rase les 40 hectares de sapins pour en replanter. Bah non, si les gens ils veulent pas et c'est eux qui habitent sur place. Et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est une brèche qui pourrait être réutilisée à l'avenir. Et le dernier point, alors, donc le programme de la France Insoumise propose de reprendre les dettes des agriculteurs qui se convertiraient à l'agriculture biologique par des systèmes mécaniques financiers. Donc ça, c'est un système qui peut inciter financièrement à changer. Par contre, c'est que incitatif, c'est pas pénalisant.
Et ça ne résout pas tout, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas être en agriculture biologique, mais qui veulent quand même produire sans produits chimiques, qui n'ont pas envie de se convertir et de rentrer dans un modèle où il faut payer un conseiller, etc. Donc, peut-être que la question qu'on pourrait poser, c'est celle de qui aujourd'hui finance la pollution agricole. Et en fait, il y a un acteur que tout le monde connaît, c'est le Crédit Agricole. Donc, une position insoumise communiste, mais une position insoumise en général, ne serait pas de se contenter d'apurer les dettes, d'éponger les dettes. Il faut qu'on soit bien en delà de ce qu'il faut faire. Donc la question, moi je la pose, c'est qu'en 81, le gouvernement a nationalisé les banques. Une mesure écologique de bon sens serait de nationaliser le Crédit Agricole pour reprendre la main sur le Crédit Agricole et en faire un outil de transformation écologique avec des prêts, ou pas de prêts, mais des subventions aussi, mais où l'argent il ne sert plus à polluer, mais on dit bah, tu produiras dans ce sens-là. En ce sens, on répond à la question de la planification écologique. La planification écologique, ça sera ça. On donnera des subventions aux gens qui produisent dans un certain sens et on n'en donnera pas aux gens qui produisent dans un autre sens. C'est très martial, peut-être comme je le dis, autoritaire, mais c'est le fonctionnement des subventions et je pense qu'il faudra y réfléchir pour avoir une planète qui reste, et je termine là-dessus, viable, vivable et vitale. Alors on peut d'ailleurs raccrocher la question de la forêt à l'agriculture parce que par exemple dans les Corbières où il y a eu ce fameux incendie, vous avez des producteurs de porc dans des petits villages et en fait la forêt comme les Corbières avec du pin voire du chêne de Méditerranée, c'est des forêts où on peut mettre des porcs dessous qui sont à l'ombre, ils grattent la terre, vu la terre qu'il y a de toute façon ça abîme pas grand chose et ils peuvent se nourrir avec les glands des chênes qui tombent. Alors, quel lien je fais avec ça? C'est que, une forêt entretenue, c'est une forêt où il y a moins d'incendies. Donc, on crée de l'emploi et on crée de la production et en même temps, on participe à l'entretien de l'environnement et ça crée des barrières au feu. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que on ne donnera pas non plus envie aux gens de dire bah faut sauver la forêt pour sauver la forêt. Enfin, je veux dire aujourd'hui, qui a envie d'aller passer sa journée à aller ramasser du petit bois et aller débroussailler des petites branches tous les ans dans une petite parcelle. Enfin, je veux dire, c'est fastidieux aussi. Donc il faut qu'on ait un modèle écologique où les tâches à réaliser de manière écologique soient faciles à faire et ne soit pas un truc qu'on nous ramène au Moyen-Âge et c'est la corvée du village et on y va à 100 et on trafique à la main. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on réfléchisse. Hein. Il faut qu'on donne envie de faire les tâches à faire, mais que ça ne soit pas rébarbatif. Et donc cette question de la forêt, elle prend place dans le milieu agricole. Et alors, le lien que je fais, je vais répondre à la question sur la question végétalien. Donc, d'après l'Institut de l'élevage, 85% des protéines disponibles en France, ou même sur Terre, mais en France on va rester là, ne sont pas digestibles et comestibles par l'homme. Donc le postulat scientifique de l'Institut de l'élevage, évidemment il s'occupe d'élevage, c'est de dire l'animal est le meilleur outil de transition entre la protéine brute naturelle et la protéine consommable par l'homme. Donc vous mettez une vache, elle mange de l'herbe que nous on ne peut pas manger, et elle nous donne son lait, et nous on boit son lait, et ça nous fait des protéines que là on peut digérer, en fromage, en beurre, en ce que vous voulez. Et c'est pareil sur plein de céréales. Vous avez, on va pas faire en fait des céréales à 1500 mètres d'altitude, par contre on a quand même des gens qui y habitent. On va pas faire du soja à 1500 mètres d'altitude non plus, etc., etc. Donc cette question, elle doit être prise avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que on ne doit pas tomber dans le piège de « Ah, mais on n'en a rien à foutre des véganes et des végétaliens, ils vont à la cantine, ils mangent ce qu'on leur donne. » Ça, c'est plutôt la vision de la droite qui en profite bien pour faire passer d'autres messages nauséabonds, notamment dans les cantines scolaires de Robert Ménard. Donc nous, on doit répondre d'une autre manière. Et une autre manière, c'est de dire bah, les gens, ils veulent manger ce qu'ils veulent, ils mangent, voilà. Par contre, il faut aussi qu'il y ait des producteurs. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, produire des lentilles, c'est super compliqué. Produire du soja, c'est super compliqué. Enfin, super compliqué. En tout cas, ça demande des conditions très particulières. Produire du blé, c'est déjà plus facile. Et produire du lait, avec les protéines,
c'est beaucoup plus facile. La vache, elle est assez grande, elle se débalade toute seule dans le pré, elle mange son herbe, on la traite le soir, on a le lait, on a le fromage le lendemain. Et c'est la question qu'on devra se poser à l'avenir au niveau écologique, c'est-à-dire que les animaux avec lesquels on vit et on cohabite sont aussi nos alliés. C'est comme la symbiose, pour ceux qui s'intéressent à cette question, entre les champignons et les arbres. L'arbre sans le champignon, il ne peut pas récupérer les protéines dans le sol, et le champignon sans l'arbre, il ne peut pas récupérer la chlorophylle et certains nutriments qui lui seront. Et ben nous, avec les animaux, c'est un peu pareil. Et c'est un compromis qu'on fait. Peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est aussi un compromis écologique, et on doit vivre avec ce compromis écologique. Qu'est-ce que nous apprend la question agricole? Alors, sur la question des coopératives, par exemple, mais qu'on peut élargir à tout. Nous, notre coopérative, 7 millions de litres de lait, 18 fermes, on n'a pas de directeur. Et on ne va pas grossir. La question des coopératives, pour qu'elles restent dans la main des travailleurs, je pense, c'est qu'il n'y a pas de directeur. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Et en fait, on peut le dupliquer partout. Dans un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, vous payez un directeur avec le même salaire, vous payez 2 éducateurs, et bien avec le temps gagné par l'embauche de 2 éducateurs, vous faites une réunion de plus et vous vous coordonnez le travail, il n'y a pas besoin de directeur. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important qui doit nous guider. On fera aussi de l'écologie, pas avec des directeurs, avec des chargés de mission de ceci et que cela, avec des producteurs qui feront des réunions, qui se mettront d'accord et qui décideront ensemble de ce qu'ils veulent produire et qui ne délégueront pas à quelqu'un la solution technique. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très important dans le projet communiste insoumis. Et j'avais d'ailleurs été très heureux de voir que dans la création des groupes d'action de la France insoumise, on disait à un moment, quand vous êtes plus de 15, coupez le groupe en 2 et faites 2 groupes, pour éviter d'être trop nombreux et de se marcher dessus, qui ait commencé à avoir des petits chefs, des machins, des trucs. Il vaut mieux ne pas grossir et favoriser l'émergence d'un copain. Et quand il y a un copain qui émerge, d'ailleurs, au passage, souvent il y a des coopérations. Donc après, on coopère entre coopératives, on coopère entre groupes d'action. Donc ça, je crois que c'est vraiment un principe directeur de ne pas avoir de directeur. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, je voulais terminer sur un petit point. Peut-être vous entendez parler souvent d'éco-anxiété. Alors j'avais trouvé, je vais te dire la source, j'avais trouvé une petite vidéo de Frédéric Lordon qui parlait de ça. Et j'avais bien aimé parce qu'il nous disait, c'est bien un truc capitaliste, l'éco-anxiété. On fait porter l'angoisse de quelque chose sur une personne qui le prend sur elle et qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire. Et puis je fais des cauchemars parce que je peux pas sauver le monde. Et je pense que Lordon nous invitait à politiser cette angoisse face au changement climatique. Donc le politiser, le collectiviser, le poser ensemble. Et puis quand on dit politiser, c'est-à-dire il faut poser les questions. Qui pollue? Pourquoi? Qui est responsable? Et après cette colère de voir que des gens polluent, on la retourne contre eux et on mène des luttes pour les faire arrêter de polluer. Et là on se dit plus c'est moi qui pollue parce que j'ai pas mis le bon déchet dans la bonne poubelle. Non, il y a quelqu'un qui pollue, on va l'arrêter, on va se mettre en travers. Et je crois que c'est finalement engager la bataille de l'optimisme dans cette lutte contre l'éco-anxiété individuelle. Oui, des fois, c'est pas facile. Oui, des fois, il y a des gens qui font pas ce qu'il faudrait faire, et la loi Duplon en était un très bon exemple. Mais s'il y a toujours des gens pour faire pire, il y aura toujours des gens pour faire mieux.